Hôpital, un livre courageux, un livre véridique surtout. Professeur Abdoul Kane a osé, il a osé dire, lui, le médecin, ce qu'il y a de plus mal pour la santé de nos malades dans nos hôpitaux. Il a osé surtout mettre le doigt sur la plaie, de toucher là où ça fait le plus mal. Professeur Kane est médecin, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, enseignant-chercheur, chef du service de cardiologie de l'hôpital général de Grand Yoff et professeur titulaire de cardiologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, professeur. Et merci d'être l'invité de l'émission Les Affaires de la Cité pour vous introduire auprès du public qui est là présent, mais aussi auprès du public qui nous regarde ce soir. Dieynaba Seydouba nous présente votre portrait. Le professeur Abdoul Kane, les hôpitaux, toute sa vie. Le professeur Kane, en fait, est arrivé dans ce service le 3 janvier 2003. Il m'a trouvé ici, il m'a été présenté par le docteur Bouna Diak, qui est cardiologue. Et depuis lors, il a commencé avec nous. Le service de cardiologie a connu vraiment une expansion, une révolution avec l'avènement du professeur Kane. C'est avec le service de cardiologie, c'est avec le professeur Kane que nous avons commencé à hospitaliser à 100% des malades souffrant de cardiopathie. Évidemment, il y avait des constatations avec le docteur Diak. La vraie révolution, c'était avec la création du service de cardio, le professeur Kane. Les échographies Doppler ont eu lieu, les ETT, l'installation de pacemaker que moi-même je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu. J'ai été envoyé en stage pour cela en Belgique à 2 reprises. Et depuis lors, on ne cesse d'évoluer. Il y a également la création de l'unité de soins intensifs qui nous est vraiment favorable pour le traitement, pour la prise en charge de nos urgences cardiovasculaires. Ici, nous avons une équipe jeune, une équipe motivée, mais surtout un professeur extrêmement motivé. Le chef du service cardiologie de l'hôpital général de Grand Yoff, un rebelle dans le sang. Son poste ne l'empêche nullement de se battre pour mettre ses collègues et patients dans de très bonnes conditions. Pour parler du professeur Kane, il est assez difficile. Parfois, on a des problèmes de le classer à un niveau. Parce qu'il a un titre, le titre de professeur. Mais aujourd'hui, si vous le trouvez dans son service, vous avez l'impression de le comparer avec les filles de salle. Il peut même ne pas hésiter à aller chercher des draps pour des malades. Il peut même acheter des médicaments. C'est l'un des rares qui se trouve ici dans cet hôpital. Tout le monde a connu les difficultés dans lesquelles nous avons eu à travailler en tant que représentant et lors de la crise. Et il n'a pas hésité parce qu'on a partagé le conseil d'administration, lui en tant que président de la commission médicale d'établissement, où on avait eu à licencier un de nos camarades qui était le représentant du personnel. Il n'a pas hésité, pour la première fois que je vois en tant que président d'une commission médicale, regrouper des professeurs. Et d'ailleurs même on lui reprochait en disant qu'un professeur ne doit pas aller en grève. Parce que la situation de l'hôpital était tellement carabinée qu'il a pris ses responsabilités en mettant les autorités devant leur frontière, en disant qu'il faut arrêter. Et ce jour-là, il y a une très grande prise de conscience et ça a permis de traverser une situation de crise jamais égalée dans cet hôpital. Ses patients le considèrent comme le sauveur et font de lui un héros. Il est d'une humanité extraordinaire. Et il me fait penser aux anciens médecins africains qui, avec des moyens, de très peu de moyens, travaillaient en bourse. Je fais penser à des gens comme Dantouma Diarra, qui un jour, à Tambacounda, opérant une femme, n'ayant pas de 4 gouttes, a demandé à sa femme de lui amener une bobine. En tout cas, ce que j'ai dit, je souhaite que Dieu lui accorde une longue vie, une bonne santé, et qu'il puisse encore continuer à s'occuper de ces malades comme il le fait.
La prise en charge des malades, une réalité vécue par la plupart des patients du professeur Kane. Je suis très fatigué parce que je suis un bachelier. Je devais faire mon examen baccalauréat, mais c'est la maladie qui m'a empêché de faire parce que j'étais malade depuis avant le mois de mars et je n'ai pas fait mon bac. Cette année-ci, presque il y a l'ouverture des écoles. Aussi, je souffre encore. Toujours on me dit opération, mais ça ne marche pas. On n'a pas fait ce qu'on doit faire. On me dit qu'il faut que ça se calme pour faire des opérations. Ça se calme pour faire des opérations. Et je suis là chaque instant. J'achète des ordonnances très chères. Des ordonnances très chères. Leur paiement aussi est très cher. Oui, je suis là, je suis fatigué. Mes parents débrouillent pour faire cela. Nous sommes tous des Sénégalais, nous se connaissent. C'est pour cela, jusque-là, je suis très fatigué et c'est ainsi. L'histoire de ce jeune homme a peut-être inspiré le professeur Kane dans son livre « La vie sur un fil ». Dans cet ouvrage, Abdul Kane se met dans la peau des malades. Et en plus de cela, le professeur Abdul Kane a publié plus de 150 articles, essentiellement dans le domaine de l'hypertension artérielle et facteurs de risque cardiovasculaire. Il a participé à la rédaction du livre sur les urgences médicales en Afrique. Ce fils de Matam est actuellement président de la commission médicale de l'hôpital de Grand Yoff. Professeur Abdul Kane est âgé aujourd'hui de 51 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Professeur Kane, merci encore d'accepter notre invitation. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qui vous a inspiré en rédigeant La vie sur un fil? Merci infiniment, M. Kane. Je suis vraiment honoré de partager ce tableau avec ce plateau avec vous et avec tous vos invités. Ce qui m'a inspiré, c'est peut-être 25 ans de pratique hospitalière. C'est les malades et leur vécu au quotidien, puisque je crois que le médecin a ce privilège tous les jours de rencontrer toute la société. En une journée, parfois, vous avez vu un ministre, vous avez vu un talibé, vous avez vu un puissant, vous avez vu un chômeur qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et chacune de ces personnes-là vous dit des choses sur votre société. Et j'ai eu l'impression qu'on parle beaucoup de nos structures de soins, on parle beaucoup de nos hôpitaux, mais je crois qu'on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est le malade, l'humain qui est dans le malade et la qualité des soins. Tout le reste doit être une sorte de moyen qui doivent concourir à arriver à la finalité, qui est l'humain qui est en nous. Et malheureusement, on a eu à confondre un certain nombre de choses. Avoir une approche nouvelle et une nouvelle culture de l'entreprise est une chose, le transformer en un mercantilisme en est une autre. Et nos hôpitaux sont devenus réellement des entreprises mercantiles. Et pour l'illustrer, ce garçon-là que vous avez eu à interviewer tout à l'heure, c'est en réalité ce qui correspond à la première nouvelle à cœur-ventre. Un enfant est malade, il faut 3 millions pour le soigner. Ses parents font des pieds et des mains pour le soigner, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pourquoi? Parce qu'au stade où il est arrivé, il faut en moyenne 4 à 5 hospitalisations, toutes aussi coûteuses l'une que l'autre. Et ça finit souvent mal. Et derrière ces drames, il y a des statistiques très claires. 5 enfants pour 1000 ont cette maladie-là. De la fiction, mais également de la réalité. 5 enfants pour 1000. Cela veut dire des dizaines de milliers d'enfants au Sénégal et dans les autres pays africains. Ces dizaines de milliers d'enfants qui doivent être opérés ne le seront pas, ou à tout le moins, seuls 5 à 10% le seront. Ceux qui ne sont pas opérés, et ça malheureusement c'est ce que disent les statistiques, perdront leur vie dans 80% des cas avant l'âge de 30 ans. Ça, c'est le cardiologue qui parle, mais ceux qui s'occupent des cancers et des autres maladies peuvent le dire. Et il m'a paru donc important de rappeler à tout le monde, aux acteurs, mais également à l'autorité, qu'il y a des débats très utiles peut-être qui se posent, mais on est en train d'oublier l'essentiel, et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes incapables, en vérité, d'apporter les vraies solutions en termes de qualité des soins, en termes d'humanisme,
pour les malades et pour les populations dans nos pays. Alors, ces 11 nouvelles, ce n'est pas donc de la fiction, c'est tiré d'une réalité vécue. Si vous posez la question à n'importe quel acteur des soins, de ceux qui sont réellement sur le terrain, chacun dira que j'ai vécu ça. Et je veux surtout, encore une fois, dire que ce n'est pas seulement que de la réalité vécue. C'est surtout que ce ne sont pas des anecdotes. C'est le quotidien des hôpitaux. Parce que, prenons la dernière nouvelle, c'est un cancéreux qui dit « Enfin, je suis soulagé ». Soulagé voulant dire « Enfin, j'ai quitté ce monde ». Et malheureusement, il va quand même déchanter puisqu'à la morgue, il est séquestré puisqu'ils n'ont pas encore payé. Parce que dans nos morgues, malheureusement, si la famille n'est pas toujours en règle, vous ne pouvez pas encore prendre votre corps et l'amener. Mais c'est surtout que ce cancéreux a dit « Je suis fatigué parce que je ne peux pas payer la chimiothérapie, ni la radiothérapie. » Et c'est la majorité des cancéreux du Sénégal et de tous les pays d'Afrique. Et il dit surtout que je suis fatigué puisque même la douleur n'est pas prise en charge. Et je peux vous dire une chose très simple, qui est malheureusement un drame devenu ordinaire. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, à 22h ou à 23h, quelqu'un qui a mal dans la majorité des hôpitaux publics du Sénégal et d'Afrique doit aller acheter son ordonnance de paracétamol et de morphine. J'ai lu dans l'Observateur d'hier, je crois, ou de la semaine dernière, qu'une enquête de Human Rights Watch montre qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent et qui ont une douleur et qui nécessitent donc une prise en charge et des soins palliatifs vis-à-vis des cancers. Et la morphine est un outil important. Des milliers. Et cette même étude dit qu'à peine 200 personnes vont en bénéficier. Cela veut dire que le premier degré de la souffrance humaine, c'est-à-dire la douleur, n'est pas prise en charge de façon correcte et adéquate dans nos structures de soins. Et c'est vrai pour tout le reste. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, et c'est le cas depuis 2 mois, nous n'avons pas des produits d'urgence les plus importants. Mais je ne veux surtout pas qu'on pense encore une fois que nous sommes dans le conjoncturel. Je suis en train de dire que c'est réellement des tares structurels. Et si nous ne posons pas le débat en ces termes-là, je pense que malheureusement, nous n'aurons pas vers les bonnes solutions. Alors, pourquoi votre choix éditorial, comme nous, journalistes, l'appelons, de raconter les problèmes et non peut-être de magnifier vos collègues, dont certains sont brillants, certains sont consciencieux et porteurs de ce sermon Hippocrate, qui est le fondement de la médecine. Pourquoi ce choix éditorial? Parce que j'ai appris malheureusement que si vous voulez interpeller les consciences, il ne faut pas toujours caresser les gens dans le sens du poil. Mais si vous avez vu ce livre de A à Z, à commencer d'ailleurs par la page de couverture, vous verrez qu'il y a ce couloir sombre, il y a cette saleté, il y a donc cette incertitude. Mais je crois qu'il y a quand même une lumière à la fin qui nous dit qu'il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir, et je crois que quand vous reprendrez, quand vous aurez une autre lecture des nouvelles, parce que j'ai compris que tous ceux qui ont eu les nouvelles ont été un peu heurtés ou interpellés par les drames qui s'y jouent. Encore une fois, des drames qui, pour moi, et je l'ai écrit, sont des drames ordinaires. Mais vous verrez que dans quasiment chaque nouvelle, vous avez vu des médecins se cotiser pour acheter des médicaments. Vous avez vu une jeune infirmière qui n'est pas encore très apte à faire des soins infirmiers de haut niveau, mais qui sait que c'est son devoir humaniste de rassurer les malades, de leur faire porter leurs habits et de les aider. Ça aussi, vous le retrouvez. Et vous retrouvez donc tous ces éléments qui montrent qu'il y a des héros. Ce chirurgien qui, au bloc opératoire, travaille dans des conditions complètement dantesques, mais qui finit par réussir son opération, c'est un héros. Donc, en vérité, j'ai voulu montrer en toile de fond qu'il y a réellement des gens formidables dans ces hôpitaux publics, du technicien de surface au grand professeur, mais du technicien de surface au grand professeur, il y a aussi des gens qui font peu cas de l'éthique. Et surtout, nous travaillons dans des conditions abominables, je pèse bien mes mots, et je pense que si nous voulons réellement interpeller les consciences, nous ne devons pas nous arrêter sur les belles histoires, nous devons surtout voir le revers de la médaille. Et pour moi, si on devait aller d'une échelle de 1 à 10, le revers de la médaille ferait facilement les 70%.
Alors, nous recevrons tout à l'heure dans une série de questions-réponses avec notre invité, notre gentil public ici présent, mais aussi plus tard nos deux confrères, Abdoulaye Faye de l'agence de presse sénégalaise et Omar Diaw de la RTS. Nous allons suivre un sujet, un reportage. La vitrine d'un hôpital, c'est son accueil. Cet espace avec ces hommes et femmes censés être au service exclusif du malade, pour le rassurer, pour lui redonner l'espoir qu'il a perdu, l'espoir de survivre à la maladie qui le ronge, l'espoir alors de vivre tout simplement. Mais la réalité est souvent tout autre, comme pour nous rappeler malheureusement qu'un hôpital, au Sénégal en tout cas, n'est pas un hôtel. Et les usagers de la santé ne manquent pas de griefs contre les services d'accueil de nos structures sanitaires. C'est un reportage à l'hôpital Aristide Le Dantec de Fatou Kiné Dème et Atadarba pour les images. Nous avons des difficultés pour rendre visite à nos malades. Je crois que nul n'a aucun intérêt à faire une promenade à l'hôpital. Parfois, nous venons pour apporter le repas à nos patients, mais qu'est-ce qu'on te dit? Tu ne peux pas entrer à cette heure. naasul daal da ngay ñëw andi malade lekk yaa ngi dégg bu 4 heures à partir de 4 heures nañ ne malade bi dootoo dugg quoi dañ naan la heure bi passé na heure añ passé na quoi mais léeg-léeg nga jógee fi ay mel ni ay jaxaay wala ay Kër Massar yoon bi dafa xat aussi nga ñëw ñu ne la doo dugg da ngay obligé oo ko fa ne na ko kaay jël añ bi te loolu tamit rafetluwuñ ko daal. maa ngi ni sama doom moo fi nekk ma bëgg koo gis. C'est mon fils qui est hospitalisé, mais je ne peux pas le voir. L'accès est interdit, c'est difficile. Je suis là depuis 1 heure. La personne là à côté de moi rencontre les mêmes difficultés. kooku ñëw fi 1 heure ba 5 heures xam nga loolu tamit metti na ñu lànk na loolu la bàyyi nga jàll amul am kayit amul dara loolu metti na gisoo kii toog nii nee dafa malade bi moo commande li mu bëgg a lekk mu ne ko toggal ma ko mu togg ko mu ñëw mu ne ko dama koy jox mu ne ko mënoo dem tànk 5 heures jotoo doo dugg ci biir loolu moo tax. On prend trop de temps avant d'interner le malade même. Mais une fois que le malade est interné, une fois qu'il est hospitalisé, on ne rencontre pas trop de difficultés parce qu'il y a donc l'expertise au niveau des médecins. Ils prennent bien en charge donc, les malades. Mais c'est la lenteur donc, pour la prise en charge, pour l'accueil même, pour la dotation de places qui fait défaut. nañu lijjanti malaat yi loolu laa bëgg jafe-jafe ya metti la ñu am fii waaw noo ngi bëgg fay hôpital bi balaa faju daxa fay bel noppi ña soxlaa laal ba noppi foofu rek la ma jotee si hôpital wax dëgg yàlla hôpital war nañu kaa seetaat bu baax lijjanti malaat yi toppatoo malaat yi ndax ka nekk bëggul malaat waaye nag ñii fi nekk day sonn nañu de wax dëgg yàlla man ñëw na fii 10 heures ba ma laa dugg midi moo jot benn noppi ñu la soog a dugg te seet yor malade lu bëgg kaa seet. Dantec, la Gambie, la Mauritanie, le Mali et même les régions aussi. Donc c'est un hôpital de référence. Au niveau des régions, s'ils ont des cas qui les dépassent, on les oriente au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc nous, on sait qu'il y a parfois des petits problèmes. L'accès n'est pas facile parce que tout simplement c'est un hôpital, il y a des malades, donc il faut qu'on veille à leur sécurité. Donc vous savez, même dans n'importe quelle structure, vous ne pouvez pas venir entrer et sortir comme vous voulez, donc il faut le minimum de sécurité. C'est pourquoi l'accès est un peu difficile, on fait le tri au niveau des entrées. Nous, en ce qui concerne l'accueil, nous avons 3 sites. Le premier site, c'est au niveau de la porte, c'est l'accueil au niveau de la porte. Donc là, les agents veillent à faire le tri des patients. C'est surtout les personnes âgées. Il y a aussi les enfants, les urgences. En plus de cela, il y a aussi les gens qui doivent faire, les patients qui doivent faire leurs analyses au niveau des laboratoires. Ils sont facturés et encaissés sur place. Et toujours dans le cadre de l'accueil, vraiment pour une meilleure prise en charge de ces patients, nous avons constitué une véranda et puis deux rangs. Le premier rang, c'est pour les patients. Les autres rangs, c'est surtout pour les enfants et les femmes enceintes, les personnes du 3e âge. Toujours, c'est pour les informer
Et puis, s'ils ne connaissent pas le service demandé, on veille à les orienter, parfois même jusqu'au service, parce qu'il y a des gens qui viennent sans accompagnateur. Alors, professeur, cette dame qui a parlé en dernière position explique un peu les efforts qui sont faits, mais vous décrivez une scène dans la vie sur un fil, dans un service d'urgence où il y a des cas urgents qui ne sont pas pris en charge tout de suite, et même cette bonne dame ou bonne demoiselle qui est de service à un moment qui dit, voilà, mon heure d'embauche est terminée, il faut que je rentre. Celle qui prend le relais arrive en retard. Finalement, ce que disent les populations, c'est aussi ce qu'on vit véritablement dans les hôpitaux. Oui, je pense que nous avons quand même intérêt à écouter les populations, puisque ce service est rendu pour les populations. Et si les populations ne sont pas satisfaites, je crois qu'il faut quand même respecter ce qu'eux, ils ont ressenti. Il y a des efforts, mais je persiste à croire qu'il y a encore beaucoup à faire. Si vous prenez ce cas des urgences, et c'est pour cette raison que j'ai décrit un peu cette fresque du chaos, où allez un jour, tout de suite, à 18h ou à 21h, dans un service des urgences quel qu'il soit. D'abord, il n'y a pas l'organisation des soins qu'il faut. Un service des urgences obéit à un certain nombre de normes. La majorité de nos structures de soins n'ont pas encore su arriver à ces normes-là. Et donc, dans ces conditions-là, vous vous retrouvez dans une sorte de grand désordre qui a l'air parfois complètement ahurissant, où vous vous retrouvez, et c'est pour cette raison que j'ai parlé de ces enfants qui crient, sans qu'on en sache trop d'ailleurs, s'ils crient à cause de leur propre mal ou à raison du spectacle extraordinaire qui s'offre à eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème de conscience professionnelle, c'est vrai, de ces gardes qui montent ou des gens qui n'arrivent pas toujours à l'heure et qu'il y a des vides qui existent parfois. Il y a ce problème d'orientation, il y a un problème de tri, puisque dans cette fresque du chaos, vous vous retrouvez avec un alcoolique amené par les sapeurs-pompiers, un malade mental qui cherche son chemin, et dans le même temps, vous avez l'accidenté qui a fait son chemin de croix. Et c'est ça le service des urgences. Ça veut dire donc qu'il y a une organisation, il y a une orientation, et il n'y a pas que cette dame d'ailleurs, avec beaucoup de sensualité qui vient un peu rajouter au décor. Il y a aussi, sur une phrase, j'ai dit une chose qui n'est pas anodine pour moi. Lorsque celui que j'appelle le héros de l'histoire, celui qui était en train, la vraie urgence, qu'on a complètement oublié parce qu'il y avait des choses tellement visibles, quand elle est tombée, on a appelé le seigneur de garde. Et le seigneur de garde n'a pas répondu. Cela veut dire quoi? C'est aussi cela. Les ressources humaines ne sont pas toujours là, et ce sont souvent nos jeunes collègues qui ne sont pas toujours expérimentés, mais c'est eux qui doivent assurer les gardes. Mais il faut absolument qu'il y ait une protection et une surveillance des seniors derrière. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu de seniors, ceux qui ont l'expérience et l'expertise, qu'on peut appeler, qu'on peut joindre et qui participent réellement à la prise en charge des urgences. Donc pour me résumer là, il y a peut-être des choses qui sont faites ici et là, mais vraiment, il faut que les gens prennent conscience que quand vous arrivez aux urgences, ça aussi c'est un chiffre, quand vous arrivez à une urgence, vous devez être pris en charge dans des délais de 10 minutes. La grande majorité des patients ne sont pas pris en charge en moins de 2 heures de temps. Et je donne cet exemple très précis, puisque moi je suis cardiologue, de ces malades dont la prise en charge des crises cardiaques est retardée. C'est le cas de cette personne-là qui est tombée. Savez-vous que 1 minute de perdu, c'est 10 jours d'espérance de vie de perdu. Cela veut dire quoi en pratique? Cela veut dire en pratique que si vous avez un système de soins où vous arrivez et c'est 35 minutes seulement après qu'on a commencé à vous prendre en charge, ça fait 1 an d'espérance de vie de perdu. Allez voir vos services des urgences, vous n'en trouverez aucun qui est en deçà de ces délais. Dans les pays occidentaux ou tous ceux qui ont pu avoir des vrais standards, si une crise cardiaque ne peut pas être prise en charge dans les 15 minutes, ce service doit être fermé parce qu'il est considéré comme un service dangereux. Faites le rapprochement. Et c'est tout ça que j'ai voulu dire, et c'est pour cette raison que j'ai voulu dire encore une fois que posons les vrais débats. Et pour moi, ce n'est pas seulement les efforts, certes louables, qui sont faits, mais il y a bien plus que nous devons aujourd'hui essayer de faire. Question du public. Amadou Kanouté, par exemple, le micro, voilà, vous l'avez, voilà. Mais je voudrais dire combien c'est pathétique, hein, ce que le docteur Kane est en train de nous décrire. Et cela est d'autant plus pathétique que c'est quelqu'un de l'intérieur qui est en train de nous dire ce que vivent les patients. Et alors,
les problèmes qu'il est en train de décrire par rapport aux urgences, par rapport au paiement des prestations, par rapport au personnel, par rapport à l'organisation même de l'urgence, et les statistiques qu'il est en train de donner traduisent bien tout le mal de l'hôpital, mais surtout du patient sénégalais qui se retrouve à l'hôpital. Et c'est pourquoi, à mon sens, l'idée et la vision d'avoir la couverture maladie universelle trouve toute sa pertinence quand on lit votre livre, trouve toute sa pertinence quand ce qui est décrit par quelqu'un, un acteur de l'intérieur, et qui est en mesure de dire au quotidien les drames que vivent les gens. Mais évidemment, on ne peut avoir une bonne CMU, une bonne couverture maladie universelle, si on n'a pas un parcours de soins qui est effectif. Aujourd'hui, le gouvernement s'est entendu à dire que ce sera la prise en charge des urgences pour les enfants de 0 à 5 ans. Il faut, pour que cela soit effectif, qu'on puisse s'assurer que les services des urgences sont organisés, que le major n'est pas en train de dormir, que les gens se mettent dans la mentalité et dans l'humanisme dans lequel le docteur Kane, le professeur Kane s'est mis avant de prendre sa plume et de décrire le drame au quotidien des gens qui viennent à l'hôpital. L'hôpital fait peur aujourd'hui. Mais cela, il faut aussi rappeler que si l'hôpital se retrouve dans cette situation, c'est parce que la réforme hospitalière ne lui demandait de s'autonomiser financièrement. Et du coup, ça exclut tous les indigents. Tous ceux qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas les moyens, se sont retrouvés exclus du fait de cette réforme hospitalière. Vous êtes en train d'appeler à une réforme totale qui sera empreinte de beaucoup plus d'humanisme. Et ça, évidemment, nous l'accueillons beaucoup. Très bien. Un autre intervenant, oui, professeur Elisabeth Diouf, oui. Oui, merci Mamadou. Je ne poserai pas de questions à mon grand frère et collègue, le professeur Abdoul Kane, parce que je me retrouve parfaitement dans ce qu'il a écrit. C'est des choses que nous vivons tous les jours. Et je pense que ce livre qui interpelle tous les acteurs de la santé, hein, si je dis les acteurs de la santé, ce sont les autorités étatiques et tout, mais ce sont également les acteurs sur le terrain, les médecins, le personnel soignant que nous sommes. Les autorités, je pense que parfois je me dis que les autorités ne s'intéressent pas à nos hôpitaux, que les hôpitaux n'intéressent pas nos autorités. Tellement nous vivons des choses, et parfois c'est des choses que nous pensons que c'est des choses qui peuvent être réglées. Il a dit tout à l'heure, les services d'urgence. En service d'urgence, c'est des normes en infrastructure, c'est des normes en équipement, c'est des normes également en ressources humaines. Donc, il faut l'accueil. L'accueil est très important. D'ailleurs, on les appelle des services d'accueil d'urgence et de traitement. Et on doit accueillir, on doit faire le tri. Faire le tri, c'est pouvoir identifier ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, ce qui a besoin d'arriver aux urgences, ce qui doit être traité rapidement, et d'orientation. Les services d'urgence ne doivent même pas hospitaliser. Ce n'est pas des services pour hospitaliser. On fait le tri, on fait les examens nécessaires et on oriente vers les services hospitaliers, mais à condition que les services soient aptes à recevoir ces patients. Donc je pense que nous sommes tous interpellés. Il faut que, en tout cas, la politique de santé s'arrête sur nos hôpitaux. On parle des hôpitaux de Dakar, mais moi je pense que les hôpitaux régionaux, pourquoi on évacue? Je pense que c'est inadmissible d'évacuer un patient d'une région qui est à 700 km de Dakar, jusqu'à Dakar. C'est inadmissible. Donc on doit équiper les hôpitaux régionaux, leur donner les moyens de traiter en tout cas tout ce qui se passe dans la région. Et je pense que ça diminuera en tout cas parce qu'on sait que l'évacuation coûte excessivement cher. Donc voilà, je félicite le professeur Kane d'avoir été notre porte-parole, je le disais tout à l'heure, parce que tout ce qu'il a dit, nous le vivons à l'hôpital. Je vous remercie. Merci. Docteur Niang, vous aurez la parole tout à l'heure, comme docteur Arouna Diop. Juste permettre au professeur de réagir d'abord à la première série de préoccupations. Amadou Kanouté, par exemple, parle de la couverture maladie universelle, estimant que ça peut être justement une réponse à tous ces problèmes que vous soulevez. Mais il s'interroge aussi sur la pertinence de la réforme hospitalière qui a conduit finalement à ce que vous dites dans le livre, l'hôpital
public est devenu un hôpital entreprise? Oui, je crois que nous avons peut-être pris de nos ex-ancêtres devenus nos cousins les Gaulois, une réforme qui n'était à mon avis pas celle qu'il fallait copier, puisque la France, et je suis d'accord moi que les Français ont le droit de dire qu'ils ont l'un des meilleurs systèmes de soins au monde. C'est vraiment la réalité, beaucoup plus que des pays comme les États-Unis par exemple. Mais en vérité, la France a posé des fondamentaux, a eu des réformes dans les années 50-60, mais les vraies réformes. Celle qui s'apparente un peu à celle que nous sommes en train de vouloir exécuter depuis 1998, d'ailleurs a été tellement discutée en France même, que les Français eux-mêmes l'ont réformée 5 fois en 15 ans. Et d'ailleurs, un collègue disait que chaque réforme était tellement mal faite qu'elle préparait la réforme suivante. Nous, c'est un peu celle-là que nous avons copiée. À la différence que nos cousins, les Français, eux, ont quand même une certaine culture de l'évaluation, que nous n'avons pas. Donc nous sommes tous en train de dire qu'il faut réformer la réforme, mais je crois que nous avons encore du mal à nous asseoir et à dire, mais changeons un peu ça. Mais la CMU, encore une fois, pour moi, n'est pas la fin en soi. Et je rappelle que la fin en soi, la finalité, c'est est-ce que le malade, arrivé dans une structure de soins, a été bien écouté et accueilli? Est-ce qu'il a eu les soins conformes aux connaissances scientifiques et technologiques actuelles? Et nous pourrons d'ailleurs revenir sur un fait, et c'est là que moi je ne copierai plus du tout les Français, parce que nous pouvons rationaliser les ressources et avoir des soins pertinents, parce que nous pouvons en avoir les ressources humaines, et nous pouvons être dans une bonne dynamique coût-efficacité, ce qui n'existe pas en France. En France, ils vous débouchent des artères au fond des soins. Je suis convaincu qu'ils ne sont absolument pas pertinents, parce qu'ils sont dans une culture de la consommation. Maintenant, moi, si vous permettez, parce que ça me paraît être un point important, je donne un peu ce que je pense être ma vision du système de soins de façon générale. Et il y a une nouvelle d'ailleurs où un monsieur a fait un AVC. Quand il est arrivé, lui-même ne savait pas qu'il a fait un AVC, les cils d'alerte. Ensuite, il est arrivé sur un médecin à un niveau périphérique qui n'a pas trouvé le bon diagnostic. On lui a dit irritation des nerfs. Ensuite, il est arrivé dans l'hôpital public. Ça a été des soins coûteux avec des antibiotiques. Et puis après, bien sûr, tout le monde était fatigué et la famille l'a laissé là. Pour moi, cette nouvelle résume ce que je crois pouvoir être le raisonnement autour duquel nous devons travailler. Le raisonnement, c'est aujourd'hui, et M. Kanouté comme Elisabeth l'ont dit, nous avons une pyramide de soins. On a des cases de santé, nous avons des centres, etc., jusqu'au niveau le plus élevé de la pyramide. Prenons ça, faisons un dispatching dans les différentes régions en essayant autant que possible d'avoir une pyramide sanitaire et des structures de soins réparties de façon juste et équitable. Prenons nos ressources humaines, mettons-les là, et essayons d'avoir dans ces différentes structures-là les compétences et les ressources humaines. Pour moi, il faut distinguer les deux. Je veux dire par là qu'il y a des compétences de la cardiologie que les généralistes doivent avoir. Nous devons pouvoir aujourd'hui développer notre système de soins avec un maillage de tout le territoire national. Arrêtons ces politiques de la verticalité, de j'ai ma maladie cardiovasculaire et mon programme, j'ai mon sida et mon programme. Nous ne nous en sortirons pas. Nous ne nous en sortirons pas. C'est 12 milliards de francs en 2008, la Banque mondiale, l'UNICEF, plus l'OMS, c'est 12 milliards en 2008. Le Fonds mondial, je crois que c'est plus de 15 milliards qui sont mobilisés sur 2, 3 ou 4 maladies. Il y a des milliers de maladies. Et le pire, c'est pas ça. Il y a des priorités qu'on oublie. Mais il ne faut pas que chacun vienne dire c'est ma priorité qui est la priorité. Ayons une cohérence. Et la cohérence, pour moi, elle peut s'exprimer sur tous les éléments de la pyramide de soins. C'est-à-dire, on règle ce qu'on peut régler à la case de santé, ce qu'on ne peut pas régler, ça va monter, etc., avec un système de référence et de contre-référence. Mais il y a une verticalité qui inclut une vision holistique et systémique de la santé. Cela veut dire quoi? Qu'on prend en charge le paludisme, le sida, le cancer, etc., à tous les niveaux de la pyramide. Enfin, cela voudra dire donc que la CMU, qui est absolument indispensable, l'aide internationale qui est indispensable, ne vont plus être utilisées pour des choses très spécifiques, avec des gens qui d'ailleurs finalement vont utiliser de l'argent pour les séminaires, des 4K, etc., vont être injectés dans un système de soins cohérent. Pour moi, c'est ce que j'appelle les proto-politiques de santé qu'on a hérité de la colonisation, que nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça le drame de nos pays africains. Je comprends que le colon se batte contre l'onchocercose pour que les gens ne soient pas aveugles, pour qu'ils puissent cultiver leurs terres et régler leurs problèmes. Parce qu'eux, de toute façon, ils sont dans les grandes villes où ils ont construit les hôpitaux. Mais c'est inacceptable qu'un demi-siècle plus tard, tous les pays africains soient dans cette logique
Mais plus grave encore, tous les pays africains théorisent cette logique, qui pour moi est une impasse dans laquelle nous ne sortirons jamais. Alors, professeur Diop, docteur Niang, on vous donnera la parole juste après avoir suivi ce deuxième reportage de notre émission. C'est un reportage de Ngoné Ngom, justement, dans les structures sanitaires, où on remarque tous les maux, comme la corruption, le laxisme, le manque de conscience professionnelle. Un sujet de Ngoné Ngom que nous regardons tout de suite. Deux vieux devant l'hôpital général de Grand Yoff. Ils attendent le corps de leur neveu. 17 ans, c'était l'âge du défunt. Au départ, une banale intervention pour une torsion des muscles du testicule. Le tout a fini à la morgue. Jusqu'à présent, on ne m'a pas dit ce qu'ils ont fait de mon fils. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a une négligence? Non, il y a une négligence parce que le gosse, avant de rentrer en bloc, sa maman leur a dit qu'il était asthmatique. Donc, ce qui veut dire que qui dit asthme, dit peut-être problème respiratoire. Donc, vraiment, alors, ils ont fait de l'anesthésie. Après, bon, le gosse, il ne s'est plus réveillé. Ils n'ont rien donné d'explication. Rien donné d'explication. Vous pensez qu'il y a faille quelque part Mais bien sûr, il y a faille quelque part. Moi, je voulais porter plainte pour qu'on fasse l'autopsie. Finalement, j'ai laissé tout ça aux mains du bon Dieu. J'ai le cœur vraiment meurtri. Mais dans l'histoire, ce qui dérange le plus, c'est le flou qui entoure l'affaire. Comment est-ce qu'il était dans le coma? Moi, je pense que le gauche, on nous faisait des trompe-œil. Les gars, ils ne font que voiler les choses. Parce que moi, je crois qu'un docteur, c'est un individu assermenté. Quand il est assermenté, donc, il doit rendre compte fidèlement. Mais quand on te masque tout, jusqu'à la fin, tu te trouves avec un tel cas, c'est désolant. Si à l'hôpital, ça soigne et c'est avéré, on se demande des fois de quelle manière. Pour nous, les malades, nous avons le cas, mais malade, nous avons un problème là. Si nous avons déjà 4 heures, 5 heures moins, nous avons un instant de césarienne. Parce que les enfants sont normal. Mais pour nous, nous avons une caisse de Si tu viens avec ta maladie, ils ont tendance d'aggraver ta maladie, te maltraite. L'assistante n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc dès qu'on arrive avec un malade, il y a des lenteurs, etc. Donc les agents prennent leur temps. Je suis malade, j'ai mal à ma main. Quand je suis venu, au lieu de me prendre, ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait 2 heures de temps là-bas à attendre. Après, on m'a dit que le médecin n'est pas venu. Nous sommes au regret de le dire. C'est une réalité que nous vivons sincèrement au niveau des établissements publics. De l'accueil désagréable à la négligence fatale, il faut rajouter ces pratiques qui n'honorent pas le système. Surtout le médecin qui m'a fait le plâtre. Quand je suis venu, moi je travaille. J'avais besoin d'un certificat médical. Il m'a dit que je ne peux pas te faire un certificat médical. Sinon tu me payes 10 000 francs. Je lui dis que c'est toi qui m'as soigné, tu vois que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Il m'a dit que bon, c'est ça, j'ai payé tous les soins. C'est normal qu'il me délivre un certificat médical. On voit des arnaques à gauche, des arnaques à droite, des médicaments qu'on vend à gauche, des médicaments qu'on vend à droite. Mais souvent, ce ne sont pas les professionnels qui le font. Beaucoup de gens ont épousé maintenant le métier pour gagner du pain. Alors que c'est un sacerdoce. Il faut redonner au service public sa place dans le temps. Si certains sortent des structures sanitaires soulagés, d'autres quittent l'endroit fatigués, dégoûtés. Mais ils n'ont pas le choix et peut-être un jour reviendront, d'où la nécessité de revoir les choses. Le système sanitaire, c'est un système à feu continu. Ça veut dire que la demande qui est là à 10 heures, satisfaite, doit être satisfaite à 2 heures du matin, 3 heures du matin ou 4 heures du matin. Donc l'État, le service public doit se donner les moyens pour être disponible, accessible à tout le monde 24 heures sur 24. Alors, professeur Arona Diop, docteur Niang, mais aussi, oui. Merci beaucoup. C'est Arona, je suis le chef de service des soins et des infirmiers de l'hôpital Abass Ndao.
Donc, je félicite le professeur Kane et je dis que peut-être ce n'est pas une question qu'on va poser parce que c'est une réalité que nous vivons au niveau du système. Mais je pense que j'ai aimé un jour un ministre de la Santé qui parlait du département en disant qu'on devait parler du ministère de la Santé et de la population. Parce que la santé ne laisse personne indifférente. Donc, l'aspect dont je voulais parler, c'est la référence. Ça veut dire qu'il y a une pyramide sanitaire, comme l'a dit tantôt le professeur. Parce que souvent, dans nos structures hospitalières, avec la réforme, je pense que la réforme, c'est un problème de vision et de compréhension qui fait que souvent, on demande à réformer la réforme. Mais il y a quelque part quelque chose qui est positif au niveau de la réforme. Parce qu'avant, c'est une administration centrale qui attendait des décisions au niveau supérieur pour pouvoir prendre certains actes. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, ça veut dire que les établissements sont hiérarchisés. Établissement de niveau 1, établissement de niveau 2, établissement de niveau 3, et comme il l'a dit, les cases de santé, les postes de santé. Maintenant, si la population n'est pas éduquée par rapport à ça, tu vois des gens qui perdent énormément au niveau des structures, alors que le problème pouvait être réglé à côté, au niveau du poste. Alors que tous ces gens courent vers les structures sanitaires, et comme l'a dit, le personnel médical est obligé de faire le tri et de voir les délais de prise en charge par rapport aux pathologies ou par rapport à la demande concernant les patients. Parce que je l'ai dit tantôt que quelqu'un qui vient avec son problème, il ne connaît que son problème. C'est celui qui les accueille qui doit faire le tri, qu'est-ce qui est urgence relative, urgence absolue. Et en ce moment, ce qui fait que souvent les agents de la presse, de la santé ont mauvaise presse par rapport à la population. Et donc je pense que c'est cet aspect-là que je voudrais amener par rapport au débat. Merci. Merci, professeur. Oui, allez-y. Voilà. Présentez-vous. Voilà, merci. Je suis le docteur Mbaye Paye, je suis cardiologue, je suis médecin-chef du centre de santé municipal de Hann et je suis le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Donc, à mon tour, je voudrais vraiment féliciter le professeur Abdoul Kane, qui est notre maître, donc, qui nous a, nous, enseigné la cardiologie à l'hôpital de Dantec, donc qui fait partie, je pense, tout le monde le sait maintenant, des éminents cardiologues d'Afrique et du monde entier. J'ai lu ce livre vraiment avec beaucoup d'attention, et tout ce qu'il relate, j'ai même suivi la dernière fois l'émission à 2S, tout ce qu'il relate dans le livre est la pure réalité. C'est parce qu'enfin on a eu le courage de le dire. Mais nous, syndicalistes, avec des syndicalistes ici, nous l'avons toujours, nous, dit. Au Sénégal, il y a eu la réforme hospitalière en 1998. Il y a eu les assises de la santé en 2000. Il y a eu la concertation nationale sur le système hospitalier en 2006 et récemment la concertation nationale sur la santé et l'action sociale. Il y a eu des recommandations dont tout ce qui est dans le livre a été relaté dans ces documents, mais c'est rangé, on ne l'applique pas. Le Sénégal, on a un problème, on l'a toujours dit. On peut faire des réformes, mais on n'applique pas. Je saute un tout petit peu sur ce qu'il vient de dire par rapport aux maladies cardiovasculaires. Le Sénégal a fait d'énormes progrès maintenant, on le sait, dans la lutte contre les maladies infectieuses, palu, tuberculose, ça on le sait. Vaccination, vraiment il n'y a aucun problème maintenant. Mais maintenant ce sont les maladies cardiovasculaires, je l'ai dit il y a 2 jours dans une chaîne de télévision, sont la première cause de mortalité. Professeur Kane sait de quoi je parle. Le professeur Elisabeth Diouf, elle est là, elle est urgentiste, elle nous a enseigné récemment le DU de médecine d'urgence, c'est elle qui l'a mis au point. C'est justement pour lutter contre ces urgences cardiovasculaires, le cœur, le cerveau, le rein, ainsi de suite. Et c'est ça qui pose des problèmes. Comme il dit, actuellement, dans les hôpitaux, il n'y a pas, en dehors de principal, je pense, il n'y a pas, Fann récemment, un hôpital qui a un service d'accueil d'urgence digne, je dis bien, digne de ce nom. Une étude a même prouvé il n'y a pas longtemps que, par rapport à la prise en charge de l'infarctus dont il parle, c'est-à-dire la thrombose des artères coronaires aiguës, le délai de prise en charge, c'est avant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais on s'est rendu compte que nos patients, effectivement, viennent même 48 heures après. Et le temps de prise en charge est terminé. Maintenant, récemment aussi, n'oublions pas qu'il y a eu un autre problème par rapport à la rupture de certains produits d'urgence. Il y a 2 jours, j'ai suivi la directrice de la PNA dire qu'effectivement, il y a un problème de rupture d'adrénaline, de noradrénaline, de d'obus, des produits qu'on utilise dans l'arrêt cardiaque, dans le choc, les chocs, quand on n'a pas de tension. Et c'est fondamental pour traiter quelqu'un. Donc, ceci veut dire quoi? Si vous avez une urgence actuellement au Sénégal, on ne peut pas comprendre qu'on n'ait pas d'adrénaline. On nous dit que c'est à cause de la dialyse qui est gratuite, il y a une surconsommation. Mais attendons, il faut exprimer les besoins. Deuxièmement, il y a notre professeur Kane le sait, actuellement, dans le cadre de ces prises en charge aussi de certaines maladies, il y a des produits qu'on utilise ici, chez nous, qu'on n'utilise plus en Europe et aux États-Unis. Je vais vous parler de la streptokinase, qui est là qu'on utilise, on n'a pas le choix.
Et pourtant, c'est un autre produit, l'acte-lisse, qu'on doit utiliser pour déboucher les corps. Mais on n'en a pas parce que c'est extrêmement cher. Mais mon Dieu, on doit donner à nos populations la chance d'être traités comme si on était en Europe, comme si on était aux États-Unis, c'est la même chose. Donc vraiment, encore une fois, par rapport à ces maladies, nous, on a cessé de le dénoncer. On a cessé de dénoncer, on a parlé dans des réunions, des concertations sur, Abdou Dieu sait de quoi on parle, sur tous ces problèmes, mais parfois, on ne nous écoute pas. Maintenant, par rapport à... on parle beaucoup d'éthique, de déontologie chez les médecins, c'est vrai. Mais je veux dire, nous, notre devoir par rapport aux malades, les médecins exercent dans les hôpitaux, malgré tout dans des conditions extrêmement difficiles. Et cela malgré la sanction qu'ils encourent en cas de problème. Il y a, dans le code de déontologie, l'article 4 qui dit le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui compromettent la qualité des soins et des actes médicaux. Mais si nous appliquons strictement cette disposition, mais les hôpitaux ferment régulièrement, tous les hôpitaux vont fermer. Voilà pourquoi, quand vous allez dans des services d'urgence, vous verrez les médecins peuvent être là, mais ils n'ont pas de produits d'urgence. Je ne parle même pas des hôpitaux. Maintenant, dans nos centres de santé et dans des districts, on les a médicalisés, on prend en charge aussi ces urgences-là. Donc vraiment, je pense que ce livre vient à point nommé. Il faut une grande concertation pour vraiment placer nous tous le malade au cœur de nos préoccupations. Merci. Terminons par la rangée en haut. Docteur Niang, votre cas est assez intéressant parce que qui parle du docteur Niang parle de la clinique Souma, privée. C'est intéressant de vous entendre. Merci M. Khan et professeur Khan, je vous félicite. Je viens de découvrir le rebelle qui me ressemble en vous. Parce que moi, l'image que vous montrez qui nous donne de l'espoir me désespère en même temps. Parce que cette saleté, moi, je l'ai refusée en deuxième année de médecine. Et on a été convoqué par le professeur Ibra Diop parce qu'on avait nettoyé un endroit qui était sale. Oui. Actuellement, je reviens de prendre le comité de santé de Ngor. C'est moi qui ramasse les papiers dans le dispensaire. Ça a servi. Ils viennent petit à petit. Donc je dis quand même là, on a eu là une chance et une force et une autorité que nous les médecins, on a joué avec. Quand je vois le médecin principal de Touba qui s'est fait mettre à la porte, il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit qu'il y a longtemps que ça s'est passé, c'était des aides-soignants qui étaient le neveu du ministre, on ne pouvait rien lui dire. Et on s'est retrouvés débordés. Donc je pense que c'est encore inconcevable. Je vous apprécie, je vous connais, on sait bien. Mais c'est encore un peu concevable que vous travaillez dans un service où le couloir est sale. Vous avez l'autorité de A à Z, le ministre n'est pas là, c'est nous. C'est nous, il n'y a pas de dire que les autorités ne viennent pas nous aider. Pas, on est médecin, on a un aide-soignant, c'est très structuré la médecine. Le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant. L'aide-soignant commande le balayeur, ça doit se faire, ça ne doit pas arriver. Mais chacun tire doucement son épingle du jeu et s'en va. D'accord? Bon, je vais encore être méchant avec vous quand vous dites même 15 minutes pour sauver un infarctus, on ferme. Ce n'est pas 15 minutes à l'hôpital, c'est 15 minutes à l'extérieur. Même pas 15 minutes, c'est 5 minutes. L'ambulance qui ne peut pas partir dans les 5 minutes, arriver même avec la streptokinase que vous voulez rejeter, il faut l'avoir déjà dans l'ambulance. Vous me dites maintenant, c'est à l'hôpital que si au bout de 15 minutes vous ne l'avez pas, on vous ferme. Bon, et comme vous dites, on faut vivre avec ce qu'on a, mais est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit? Je pense que vous avez voulu vous extérioriser un peu le mal que vous avez et qu'il y a beaucoup de médecins. Mais malheureusement, on ne peut pas se parler même entre collègues. La dernière fois que j'ai intervenu dans un forum, c'est le chirurgien qui voulait opérer tel jour, l'anesthésiste qui donne un jour au-delà. Il paraît qu'il fallait venir payer pour que le chirurgien, pour que l'anesthésiste opère à la même date que l'anesthésiste. Bon, j'ai envoyé balancer ça sur le forum. Personne ne m'a dit que ce n'est pas vrai. Mais laisse-nous tranquilles. Reste dans ta clinique et laisse-nous tranquilles. C'est ça que j'ai entendu. Donc vous voyez, bon, j'ai encore de l'espoir. Je pense que les urgences sont là. L'État les a mis en place. Bon, on était là, on contribue. Bon, mais je pense quand même qu'il faut qu'on se ressaisisse. Et qu'on sache que c'est le seul métier qui est même dans le Coran. C'est le métier où on dit que tu peux ne pas aller à la prière parce que tu es médecin. C'est le métier où on dit la tabaski, tu peux rester travailler au lieu d'aller tuer ton mouton. Mais malheureusement, il y a des hôpitaux
Quand il n'y a pas un catholique, le jour de la Tabaski, il n'y a personne. Et le chef de service a marqué le mot, hein. Attention, la Tabaski, il faut assurer la garde. Et c'est un endroit, en plus, je vous dis, qui marche encore mieux que l'armée. C'est comme je dis à mes gens, l'armée, c'est fait pour tuer, mais la médecine, c'est fait pour sauver la vie. Donc la rigueur qu'on doit avoir encore en médecine, elle est encore pire que d'obéir sans murmurer. Mais malheureusement, docteur, moi je ne peux rien dire, tu sais, c'est le neveu du professeur, je ne dis rien. Et même c'est arrivé pire. Moi j'ai vu un prof que je lui dis, mais les diplômes là que vous donnez, c'est comment? Il me dit, mais tu ne comprends pas. C'est le neveu du ministre, je ne peux pas le caler. Mais par contre, si tu l'embauches, téléphone-moi avant pour me dire est-ce que s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Je dis bon, non. Alors, ce qui m'horripile le plus aussi, en médecine, on parle de qualité. La médecine n'a pas de qualité, elle a des normes. C'est des normes. On me dit le privé, vous avez la qualité. Ce n'est pas la qualité, c'est des normes. Une injection, c'est écrit en chinois, en japonais, c'est la même chose. Tu nettoies avec l'alcool, tu prends ta seringue à usage unique, tu injectes. L'infarctus du myocarde, vous êtes 2 cardiologues ici aujourd'hui, c'est des normes, ce n'est pas des qualités. Très bien. Ces normes-là, est-ce qu'il faut les acheter? Il faut avoir les moyens. Bon, c'est à nous de décider. C'est à nous, parce que quand le ministre quand même quitte son ministère pour venir vous voir, quand vous dites que vous voyez le ministère est talibé, bon, il doit se rendre compte quand même qu'il y a quelque chose à faire et que ce n'est pas lui qui doit décider, c'est nous. Il passe, tous ces ministres. Mais un médecin ne passe pas. On est médecin jusqu'à la mort. Je m'excuse d'avoir été long. Je vous en prie, merci. Merci, docteur. Vous aurez la parole tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de sujets soulevés en même temps, professeur Abdoul Kane. Je retiens au volet, est-ce que vous parlez entre médecins? Certains médecins se parlent et je suis tout à fait d'accord avec les collègues. Justement, c'est parce que nous sommes dans un système où, et c'est peut-être même dans une société où chacun est en train de courir et peut-être de se battre pour sa propre survie, que nous n'avons pas toujours effectivement la cohérence. Ça veut dire, c'est vrai, que nous n'avons pas toujours cet esprit d'équipe qui fait la médecine. Comme l'a dit le docteur Guian Oumbay, il est évident que si à un moment T d'un hôpital, quel qu'il soit, je ne peux pas avoir pour un polytraumatisé et le réanimateur et le chirurgien orthopédiste et le neurochirurgien, etc., il est vrai que la prise en charge du malade fait défaut. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? On n'arrive pas à le faire parce que c'est vrai, certains sont déjà partis et ne veulent plus revenir alors qu'ils sont de gare. On n'arrive pas à le faire parce qu'il y en a qui sont en train de faire leur privé, ils ne souhaitent pas, etc. Et puis après, il y a les égos surdimensionnés parfois, pas des médecins, mais de toutes les personnes qui sont dans des systèmes où on ne nous évalue pas. Si vous voyez un grand professeur qui commence à avoir l'âge que j'ai, c'est vrai qu'il est difficile parfois de lui dire faites votre boulot. Et tout ça, je crois qu'on l'a sécrété. Vous l'appelez le savant. Oui, le savant. Oui. Et ça me permet d'ailleurs de dire que... Avec beaucoup d'ironie. Avec beaucoup d'ironie, parce que je pense que je suis professeur, mais je crois que c'est une réalité. C'est une réalité parce que, et ça ressort clairement sur l'élément que vous venez de faire passer. Le médecin, c'est, je dirais, 2 missions essentielles. Scientifique, mais également psychosociale. Autrement dit, il nous faut être compétent scientifiquement et du point de vue de la technologie, mais il nous faut pouvoir parler aux patients et pouvoir avoir cette pédagogie-là. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi on les a mis dehors ou pourquoi on les a soignés et comment on les a soignés. Et puis troisièmement, il y a cette dimension psychologique qui est fondamentale. Quand vous venez à l'hôpital, qui que vous soyez, même si vous êtes médecin, vous avez une angoisse existentielle parce qu'il y a une douleur, il y a un mal. Et ces 3 dimensions sont indispensables chez un médecin. Et c'est pourquoi j'ai dit que certains professeurs peuvent avoir parfois cette dimension purement, j'ai dit, vétérinaire, c'est-à-dire de bons techniciens, mais on n'est pas toujours un aussi bon humaniste que cela. Or, ces 2 entités sont indispensables pour faire un bon médecin. Et je voudrais, je ne sais pas si je peux rebondir juste sur cette question de la pyramide, parce qu'elle me tient moi-même à cœur. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, et je crois qu'un des messieurs l'a dit. Imaginons, pour rester très simple, que moi je suis dans un hôpital de niveau 3, parce que malheureusement notre système de soins n'a pas su allier la prévention, le curatif et pire encore, les différents éléments de la pyramide. Moi qui travaille dans un hôpital de niveau 3, je n'ai absolument pas du tout de connexion avec le reste de mon district. Pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout, je ne parle avec personne. Mais imaginez, comme me dit M. Kane, vous êtes cardiologue, vous êtes enseignant, chercheur et en soins, en cardiologie, vous devez quand même pouvoir faire des choses. Et que je sois, moi, un animateur
du système de soins, de la case de santé jusqu'à ma pyramide de santé. En termes de formation, en termes de soins, mais également en termes de recherche. Parce que quand je dis recherche, il y a des choses très simples qui peuvent se poser à la communauté, à mon district, mais on peut les animer à ce niveau-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entité s'appellera ce district-là, dans lequel nous sommes tous. Et nous sommes tous en train de nous rendre compte, et nous sommes tous en train de, régulièrement, de partager des choses. Si, par exemple, je veux que la prise en charge de la crise cardiaque, on a vu les délais qui sont très étroits, et je suis d'accord avec le docteur Niang, qui a été plus strict que moi, il a raison. Je dis, comment faire pour qu'au niveau de la case santé, un Sénégalais qui a mal puisse y arriver là, et que quelqu'un lui fasse une chose simple qui s'appelle l'électrocardiogramme. Le docteur Mbaye Paye sait que ça peut coûter 500 000 francs en termes d'investissement, et 200 francs en termes de prix de revient. Mais cette personne-là, elle peut aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, m'envoyer ces informations, je discute avec elle. Cette personne-là peut venir dans mon hôpital de niveau 3, se former avec moi. Et moi-même, qui ai une équipe de 5 cardiologues aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai une vacation de cardiologie, non pas à l'hôpital général de Grand-Yoff, mais au centre de santé qui existerait à Grand-Yoff, qui va donc régler les problèmes un peu plus pointus de cardiologues, transférer des compétences de cardiologie à ces gens-là, et puis encore une fois, que tout ceci se fasse dans une, j'allais dire, une dynamique d'une véritable équipe. Après maintenant, le niveau central, ce ne sera que la synthèse de tous ces niveaux-là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et les financements, encore une fois, de la santé. La CMU, qui me paraît être une idée magnifique, ne va être qu'un moyen pour aider les gens financiers, puisque de toute façon, dans un système de soins, il faut qu'il y ait une péréquation. Il faut qu'on ait des ressources. Il faut que ceux qui sont les plus riches payent pour ceux qui sont les plus pauvres. Mais encore une fois, ça ne marchera pas. Si on n'a pas un système de santé cohérent, ça ne marchera pas. Si de la case de santé à vous êtes un accidenté de la circulation, quelque part dans le Sénégal lointain, vous avez zéro chance de ne pas vous en sortir, parce que nous sommes en train, nous, de parler des délais de Dakar. Mais les délais de Fongolombi, de Agnam Siwol et de Tilogne, on n'ose même pas l'imaginer. Donc, c'est ça que nous devons construire. Professeur, nous allons dans ces bleds-là, justement. C'est l'hôpital de Ourossogui, dans la région de Matam. Dr Niang parlait tout à l'heure de sacerdoce, qu'il est permis aux médecins, à l'heure de la prière, s'il doit soigner, de ne pas prier. Et on verra qu'il y a eu tout à fait le contraire. C'est le cas de ce médecin. On ne le jette pas en pâture. C'est un chirurgien qui est parti passer la fête de Tabaski, qui n'est pas revenu à temps. Et ça a causé beaucoup de drames dans cet hôpital. C'est un reportage de Ali Bandelian. La couverture sanitaire est loin d'être des meilleures dans la région de Matam. Les populations de cette région qui ne disposent que d'un unique centre hospitalier à Ourossogui n'ont presque pas accès à des soins de santé de qualité. L'absence de l'unique chirurgien parti récemment fêter la Tabaski en famille a fait au moins 2 victimes. Une femme en évacuation vers Touba et un professeur victime d'un accident de moto. Où l'État du Sénégal parle de la couverture universelle, nous à Matam, nous ne le sentons pas. Un hôpital où il n'y a pas de chirurgien, où les gens meurent à la première minute s'ils ne bénéficient pas d'évacuation. Je pense que l'exemple le plus patent, c'est vraiment le principal de collège qui est décédé avant-hier. Il était dans un coma très avancé, il avait besoin d'une assistance et malheureusement pour lui, on a cherché une évacuation d'urgence. On n'avait pas aussi de possibilités. En ce qui concerne le système de santé, l'État ne suit pas pour les populations de Matam. Et là, franchement, nous en prenons acte et demandons le plus rapidement à ce que les gens se corrigent parce que nous souffrons quand même de cette situation. Matam est une région à part entière et non une région entièrement à part. Il faut que les gens se corrigent dans les plus brefs délais et que les populations de Matam, le plus normalement possible, bénéficient des soins de santé de qualité. Face aux nombreuses évacuations sanitaires vers Saint-Louis et Touba, l'administration de l'hôpital de Ourossogui explore toutes les pistes possibles pour tenter de disposer de plus de médecins spécialistes. Effectivement, on a des difficultés, franchement ça il faut le dire, mais nous ne sommes pas fatalistes, hein. On est là pour régler les problèmes. Donc nous avons un problème de gynécologue, un problème de... Le chirurgien il arrive aujourd'hui normalement, mais on a un problème d'autres spécialistes tels que un anesthésiste réanimateur. Donc je suis en train de préparer une lettre donc, à l'intention du conseil d'administration pour essayer de faire un petit réaménagement budgétaire qui va nous permettre de recruter
ces deux spécialistes. Essayer de recruter un gynécologue, essayer de recruter un médecin anesthésiste réanimateur, en attendant que le ministère de la Santé nous affecte ces spécialistes. Bon, actuellement, on n'évacue plus sur Saint-Louis, on évacue sur Touba ou bien sur Dakar. Mais les évacuations nous coûtent excessivement cher et il y a des malades qu'on ne peut pas évacuer par la route. Il y a des malades qu'on peut évacuer que par avion ou bien par hélicoptère. Actuellement, nous disposons de 2 ambulances médicalisées. Le retour du chirurgien fait pousser un ouf de soulagement pour les malades qu'il fallait évacuer. Mais à l'hôpital de Ourossogui, il n'y a pas toujours de gynécologue, de pédiatre, d'anesthésiste réanimateur et encore moins d'un cardiologue. Des manquements sur lesquels le ministre de la Santé est fortement attendu. On va réagir à ce reportage tout à l'heure. Je vous présente mes confrères Blaye Faye de l'agence de presse sénégalaise et Omar Diaw de la RTS. Mais on continue avec les questions du public. Vous demandiez la parole tout à l'heure. Il y a aussi nos chers étudiants de la faculté de médecine qui sont là et qui vont intervenir sans doute. Le micro est à vous. Voilà. C'est M. Abdidier, secrétaire général chargé de la communication nationale du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. SUTSAS. Je remplace le secrétaire général Mbalo Diatiam qui est hors pays. Très bien. Je profite de l'occasion pour féliciter le professeur Kane de la clarté de son document. Mais sans tarder, je félicite mon professeur Elisabeth qui a participé à la formation de beaucoup de CS en anesthésie-réanimation, tant sur le pays que tant sur la sous-région. Maintenant, je pense qu'en résumé, nous, notre slogan, c'est un système de santé performant, cohérent, motivant et mobilisateur. Si on rate le budget de la santé, et je me réfère aux accords d'Abuja de 2013, là où les pays de la CEDEAO se sont réunis, pour dire augmenter le budget de la santé de 15% d'ici 2003. 2003 à nos jours, ça fait, ça fait 10 ans, nous sommes à 11%. Et avant le départ de son Excellence Maître Abdoulaye Wade, en janvier, on était à 10,3. Et le budget de la santé n'est que 123 milliards. Je pense que si on se limite à ce budget, telle que soit la littérature, tels que soient les problèmes, tel que soit le recensement, on ne va jamais atteindre nos objectifs. Deuxièmement, l'État avait réformé. La réforme est salutaire, mais il fallait accompagner les projets d'établissement. Malheureusement, les projets d'établissement ne sont pas financés. Deuxièmement, la santé aussi est une compétence transférée. Les collectivités locales réunies, ça fait 501 communes, maires et conseils régionaux. Malheureusement, les communes ne participent pas activement au financement de la santé. Je pense qu'il faut revisiter les textes de transfert de compétences et essayer. On a des ACP au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire le trésor est à l'hôpital. Il faut maintenant virer directement la somme au niveau des caisses de l'ACP au lieu de les faire passer par ce qu'on appelle le conseil régional. Deuxièmement, il y a l'équipement et l'infrastructure. Je pense que nous avons des équipements obsolètes. Nous avons des équipements, les infrastructures ne répondent pas aux normes. Seul l'hôpital de Pikine répond aux normes architecturales. Il faut aller à Ougui. Je pense que l'hôpital ne répond pas aux... Deuxièmement, il y a les ressources humaines. C'est aberrant de former des Tunisiens et d'évacuer vers la Tunisie. Et nous sommes partis avec le même PIB. Et jusqu'à présent, si on prend le CS de Nefro, sur les 43, on ne forme que 2 Sénégalais. Je pense que l'université a des mains expertes, mais il faut qu'on revisite parce que ça coûte excessivement cher. Par rapport aux capacités, si on prend l'exemple de la réanimation de l'hôpital Aristide Le Dantec, on n'a que 11 lits. Je pense que ça pose d'énormes difficultés. Il faut qu'on revisite le fonctionnement et le recrutement. Les médecins qui sont là, je parle des médecins. Le médecin, je pense qu'à l'image de l'indemnité judicature, il faut fidéliser nos médecins et les autres en leur donnant un très bon salaire. Sans cela, les médecins vont monnayer leur talent ailleurs. Je pense qu'exactement, il faut recruter aussi du personnel, tant sur le plan infirmier, personnel, etc., médecins. Je pense que donc tout tourne autour du financement de la santé, des ressources humaines et surtout de la capacité des urgences et d'interpeller les collectivités locales pour des ambulances médicalisées. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter Elisabeth. Lors de son passage au SAMU national, elle a laissé des empreintes et elle a passé les lengues à professeur B. Je pense qu'il faut revisiter le financement et encourager ces structures publiques de même que les structures privées. Je vous remercie. Merci. Réaction du professeur après
Mes amis et confrères vont prendre la parole, de même que les étudiants. Professeur, la question du financement, il l'a soulevé, la participation aussi des collectivités locales aussi au financement de la santé, mais une réaction par rapport à l'état dans lequel se trouve l'hôpital de Ourossogui, état dans lequel aussi se trouvent d'autres structures sanitaires du pays. Oui, Ourossogui, Matam, c'est chez moi, donc forcément je suis avec beaucoup d'intérêt. Mais je pense effectivement que malheureusement, encore une fois, ce n'est pas un problème ponctuel ou conjoncturel. Et je crois que nous avons intérêt à avoir cette vision globale. Ce drame ou ces drames qui sont joués à Ourossogui, aujourd'hui sont en train de se jouer dans les autres régions du Sénégal, y compris à Dakar. Je voulais juste réagir, parce qu'encore une fois, moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai listé, moi, ce qui m'a paru être des mots, et je constate d'ailleurs que nous sommes tous en train de faire les mêmes diagnostics. La question du financement est une question importante. Aller sur les recommandations, 15% du budget, c'est important. Dire que les collectivités locales doivent participer, réfléchir à d'autres modes de financement qui peuvent être tout à fait intéressants et innovants, c'est important. C'est-à-dire le secteur public, c'est un élément important qui doit accompagner nos structures de soins. Faire jouer cette péréquation, c'est important. Diminuer les évacuations sanitaires qui doivent nous coûter peut-être 1 bon milliard de francs, c'est important de les réinjecter ici parce que non seulement c'est des ressources que nous aurons gardées ici, mais c'est aussi, parce que ça le gros paradoxe du Sénégal. Il y a un pays voisin, puisque j'en arrive d'hier ou avant-hier, qui évacue systématiquement ces malades ici. C'est la Mauritanie, que mes amis mauritaniens me pardonnent. Mais en vérité, la Mauritanie est mieux équipée que le Sénégal sur la plupart des spécialités. Je le dis clairement, mes amis mauritaniens disent qu'ils écoutent toutes les chaînes sénégalaises. Donc mes témoins, c'est les Sénégalais et les Mauritaniens. Ça veut dire que les Sénégalais ont ce préjugé qu'ils sont bons, ils ont de bonnes ressources humaines. Et donc, on nous envoie des malades. Et moi, il m'arrive de retourner des malades mauritaniens et de retourner, vous vous êtes trompé, c'est là-bas qu'il y a la machine que vous cherchez. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont la machine. Et ils se posent des questions. Et nous aurions les ressources humaines. Oui. Mais attention, nos collègues mauritaniens ont bien compris. Et je prends des paris que d'ici quelques années, la Mauritanie va être sur de bons standards. Mais donc, il nous faut augmenter les ressources. Mais attention, il nous faut aussi avoir des méthodes de gestion très rigoureuses. Les méthodes de gestion rigoureuses, c'est que vous ne pouvez pas, dans un hôpital public, avoir, c'est le cas du mien, je crois, 10% de médecins, 10% d'infirmiers. Le reste, c'est du personnel qui n'est pas, de toute façon, du personnel soignant. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que disent les standards mondiaux. Dans la plupart des hôpitaux, nous sommes à plus de 30% du personnel, disons, clinique qui soigne les malades. Et dans la majorité des cas, c'est du personnel non qualifié. Moi, j'ai quitté mon service d'origine, où Mbaye Paye et moi sommes tous passés. Nous étions 5 à 6 professeurs, c'est-à-dire la plus forte concentration de professeurs de la sous-région, et nous n'avions pas un infirmier d'État. Et c'est ça la réalité. Aucune structure, aujourd'hui, n'a la bonne pyramide, peut-être que les collègues de principal ont peut-être une exception. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir cette pléthore de personnel, généralement non qualifié, qui va être 90% ou 80% de budget que vous avez alloué et vous en sortir. Deuxième ou troisième élément, c'est la question des équipements. La question des équipements, ce n'est pas seulement dire équipons. Il nous faut équiper. L'IRM, ce n'est pas un examen de luxe. Le scanner, ce n'est pas un examen de luxe. Mais attention, savez-vous que le Sénégal a une gamma caméra qui a été gracieusement offerte par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et cette gamma caméra ne fonctionne pas, je crois, depuis 1 an. Pourquoi? Parce qu'il faut 6 millions de francs pour acheter les réactifs. Et le chiffre d'affaires de cette gamma caméra, j'ai dit bien 6 millions parce que j'ai été quand même président de la commission médicale de mon établissement. Je ne le suis plus parce que j'ai dû démissionner, parce que je suis un peu entre-temps. 6 millions, et le chiffre d'affaires de ce service qui fonctionnerait avec ces 6 millions ne serait pas moins de 20 fois plus que ces 6 millions-là. Il y a des mammographes qui, installés, n'ont pas fonctionné 4 ou 5 ans après. Il y a des amplificateurs de brillance qui, installés, tout neufs, sont allés au rebut sans avoir jamais été allumés une seule fois. Et le pire, c'est pourquoi j'ai parlé dans ce livre de la relique. J'ai parlé des catacombes, j'ai parlé de l'alambic. J'ai un peu utilisé le bon vieux jargon de la mythologie. C'est comme ça que nous travaillons. Mais le pire, ce n'est pas ça. Que mes amis qui font de la maintenance me pardonnent. Le problème aujourd'hui au Sénégal, ni ceux qui vendent les machines, ni ceux qui sont censés faire de la maintenance hospitalière ne sont réellement compétents pour le faire. Parce que la technologie avance, les échographes sont devenus de plus en plus sophistiqués, et nous n'avons pas su, nous, avoir cette culture pour dire aux gens, formons-les
mettons-les dans une dynamique pour qu'ils puissent réparer ces machines. Je vous l'illustre simplement. J'avais fait un travail dans mon hôpital. Le budget d'investissement à un moment, c'était 600 millions de francs. J'ai appelé mes collègues et mes amis médecins comme les techniciens de la maintenance et nous avons pu démontrer ou trouver qu'avec 40 millions ou 35 millions de francs sur les 600 millions de l'investissement, nous arrivions à faire démarrer toutes les machines qui sont en panne depuis longtemps. Il y a des hôpitaux qui ont un appareil d'électrocardiogramme, mais en fait, il y en a 9 qui sont en panne derrière. Et donc, j'avais dit, mais attendez, donc 600 millions d'investissement, mais prenez donc 30 ou 40 millions, réparons. Et avec ça, en fait, nous, on a commencé à travailler. On aura augmenté la production, et après, maintenant, etc. Mais quel hôpital aujourd'hui vous fait les examens de base? Quand je dis examens de base, je parle des examens qu'un dispensaire aurait dû faire depuis longtemps. Vous le savez de quoi je parle. Quel aujourd'hui fait? Ça veut dire quoi? On ne produit pas. Parce que si vous êtes en panne une fois sur 2, ou les réactifs manquent 3 fois sur 4, vous ne produisez pas. Vous avez un personnel pléthorique et non qualifié, donc des charges importantes. Moi, comment voulez-vous, nom de Dieu, même avec 15% et avec tous les efforts de monsieur et madame Bill et Melinda Gates, vous en sortir? Donc c'est pour cette raison-là que je dis, ayons des visions globales, aussi bien dans le diagnostic que dans le traitement. Sinon, je crois qu'on va injecter beaucoup d'argent et on ne s'en sortira pas. Omar Diao, Abdoulaye Faye, les étudiants, on ne vous a pas oublié, hein? Ne vous en faites pas, vous aurez la parole. Omar Diao. Voilà, donc merci d'être venu. Merci Mamoudou. Mais bonjour au professeur Kane. C'est un médecin qui, je ne sais pas, nous les journalistes, on passe notre temps à écrire, vous peut-être à faire des examens, à explorer le corps de ces gens qui sont sur le fil. Vous faites une sorte de diagnostic très noir de la situation sanitaire au Sénégal. Et on a parlé de vous comme de ces médecins d'autrefois, de ces médecins africains. Moi, je me demande si, quelque part, vous vous représentez un peu comme une sorte de Albert Einstein, Albert Schweitzer plutôt des temps modernes. Non, pas du tout. Je suis un simple citoyen qui, dans son pays, a envie. Je pense que nous tous, nous avons ce privilège de voyager, d'aller dans d'autres pays et même de proposer des choses et de réfléchir sur des politiques de santé. Donc, je comprends très bien cette mission humanitaire d'Albert Schweitzer, mais ce que moi j'ai voulu dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. C'est-à-dire nous avons des ressources humaines, il faut peu de choses pour qu'on reste dans le bon axe et qu'on développe réellement notre santé. Mais si nous ne le faisons pas rapidement, je pense que nous allons perdre pied. Perdre pied voudra dire que vous allez avoir des jeunes qui n'ont même pas ces notions de base de l'éthique, qui comprendront que dans un hôpital, il faut y aller pour s'enrichir. Et quand on arrivera à ce niveau-là, c'est un peu ce qui s'est passé avec notre système d'éducation, je suis enseignant, je pense qu'on aura perdu pied et ça peut durer beaucoup plus longtemps qu'on ne peut l'imaginer. Vous avez parlé de cette Mauritanie qui pourrait tout de suite se mettre aux standards internationaux. Vous le pensez peut-être sans le dire, peut-être bientôt que le Sénégal va faire des évacuations vers la Mauritanie? J'espère que le Sénégal et la Mauritanie vont progresser ensemble, mais il ne faut pas justement poser ce problème-là en pensant qu'on est dans la dérision. Justement, j'étais en Mauritanie, mais avec un collègue tunisien. Il ne peut pas comprendre, et d'ailleurs il me l'a dit. C'est un grand cardiologue de Tunis qui m'a dit, excusez-moi, M. Kane, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous allez à Casablanca. À Casablanca, si vous rencontrez un cardiologue, je crois que le docteur Mbaye Paye sait de quoi je parle. Si vous rencontrez un réanimateur, Elisabeth sait de quoi je parle. Vous avez, je crois, une fois ou sur 4 ou 5, de tomber sur un élève d'Elisabeth ou chez quelqu'un qui dit que c'est le professeur Abdoul Kane ou Mbaye Paye, c'est par eux que je suis passé. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est des gens qui disent être mes élèves, qui sont à Casablanca. C'est à cela je leur envoie parfois mes patients. Parce qu'ils pensent avoir une bonne formation ici. Et puis, je leur envoie les malades parce qu'ils sont dans l'environnement et dans la technologie qui permet de régler les problèmes de malades. Je pense simplement que nous avons donc eu des pays avec lesquels nous avons eu des mêmes standards et même peut-être des standards plus intéressants. On nous a dépassés un à un, mais il ne s'agit pas d'une course contre qui que ce soit. Il s'agit simplement que nous décidions aujourd'hui d'être maîtres de notre destin et de développer les soins pour toutes nos populations parce que c'est ça, encore une fois, l'objectif ultime. On a
parlé beaucoup de ces équipements hospitaliers qui tombent en panne dès l'instant qu'ils sont installés. On a parlé de ces équipements donc dans des structures de santé. Moi, personnellement, j'ai visité à l'intérieur du Sénégal des blocs opératoires qui étaient équipés, aménagés, mais qui n'ont jamais fonctionné jusqu'à ce que la rouille et la corrosion attaquent toute la tuyauterie donc de la réanimation. L'autre chose, vous êtes un cardiologue, donc vous êtes... Qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, de ne pas voir des défibrillateurs un peu? Moi, j'en ai vu qui sont portables aujourd'hui dans un service, dans un studio comme celui-là, par exemple, pour tout de suite, en cas de problème cardiaque, d'arrêt, choquer le patient et faire redémarrer le cœur. Alors, la première question, je crois qu'on y a un peu répondu. Ça veut dire simplement qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'injecter de l'argent. Il faut construire une cohérence. Et la cohérence, c'est quels sont les équipements, quelles sont les infrastructures, quelles sont les ressources humaines et quelles sont les compétences. Moi, je dissocie un peu les deux parce que dire que je suis médecin généraliste est une chose, dire que j'ai un médecin généraliste qui a des compétences en réanimation, etc., c'est une autre chose. Et c'est ça que nous devons construire. Quand vous n'avez pas construit ça, c'est-à-dire vous n'avez pas quelqu'un pour entrer dans un bloc opératoire, vous faire une opération de hernie digne de ce nom, si vous avez construit un bloc opératoire, c'est un problème. Et moi, j'ai été ému par un de mes jeunes collègues que je suis allé visiter dans le fin fond du Sénégal. Il a pris tous ces outils, il m'a dit, professeur, je vais te donner ça, parce que de toute façon, je ne les utiliserai jamais. Par rapport à la deuxième question des défibrillateurs, là aussi, le docteur Mbaye Paye sait très bien, je crois, le parle. Nous avions réfléchi un jour et nous avons dit, tiens, voilà ce que nous allons faire. Un défibrillateur et un électrocardiogramme, et puis la fameuse streptokinase dont nous parlons. Nous avons dit, nous allons prendre les centres de santé du Sénégal, de Dakar, pour commencer, et puis on le met ailleurs. Quand quelqu'un viendra, d'abord on dira à la population, une douleur dans la poitrine ou quelque chose, ça peut être un AVC, courez vers. Mais il ne faut pas lui dire courez vers l'hôpital, courez vers le centre de santé de Ouakam, parce qu'il habite à Ouakam. Parce que les délais sont importants, comme on l'a vu. Mais arrivé à Ouakam, donc il trouvera un médecin généraliste, un étudiant de 7e année de médecine, qui l'aura vu, qui aura fait un électrocardiogramme, parce que nous l'avons formé au préalable à cela et aux gestes d'urgence. Et puis, 24 heures sur 24, sur notre téléphone portable, sur un fax, sur Internet, sur etc., toutes les nouvelles technologies de l'information, il nous envoie les informations. Ça veut dire que la prise en charge a commencé ce jour-là. Mais ça, nous pouvons le faire, parce que ce que je suis en train de dire, c'est aujourd'hui décider que dans Dakar, nous avons un maillage qui va coûter 10 millions de francs CFA, je dis bien, pour 10 structures de santé, défibrillateurs, ils ont presque tous des ambulances. Et si c'est compliqué, ils le mettent dans l'ambulance, ils nous l'amènent à Aldantec, à Fann, à Principal, et nous continuons la prise en charge. Je ne vois pas trop pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire. C'est cette cohérence, si nous ne la construisons pas, à mon avis, nous aurons du mal. Abdoulaye Faye. Oui. Professeur, peut-être dans votre livre, vous avez relevé des choses qui, si des journalistes l'avaient relevé, des acteurs du secteur de la santé auraient dit c'est faux. Heureusement, vous l'avez relevé vous-même. Je prends un petit exemple. Récemment, j'ai été en Casamance, à l'hôpital régional. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas d'aiguille de ponction lombaire. 2 ans. Donc le cas de la méningite là-bas pose problème. Et peut-être il y a bien d'autres maux qui se greffent dans ce système de santé. Alors moi, ma question, je me pose la question à savoir, est-ce que cette CMU pourrait bien être mise en œuvre? À la différence de peut-être d'autres pays qui l'ont commencé avant nous, mais qui font plutôt dans la prévention. Ils font la couverture maladie sanitaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille peut-être axer les interventions sur la prévention avant d'axer les interventions sur le curatif? J'ai dit tout à l'heure que l'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est opposer soins curatifs et prévention. Si vous avez mal à la dent, ou plus grave encore, certaines choses très sérieuses, une hernie ou une péritonite, il faut quand même qu'on vous soigne. Donc les soins curatifs sont importants. Mais ce qui est important, c'est quelles sont les ressources que nous rationalisons. Les maladies chroniques, diabète, hypertension, AVC, etc., sont des maladies dites à soins coûteux. Mais savez-vous que vous mettez un cardiologue, un néphrologue, un neurologue, etc., sur une table, il devrait être capable
de vous produire une liste de 10 médicaments, 10, je dis bien, qui, en termes de prévention et de prise en charge, règlent l'essentiel des problèmes de ces maladies-là. Et ces 10 médicaments sont tous tombés dans le domaine du générique. Je crois que c'est cette approche, j'allais dire, à la fois scientifique, pertinente, parce qu'encore une fois, moi je ne conçois pas que je propose des soins de qualité médiocre par rapport à mon collègue des États-Unis ou pour les populations américaines. On doit être sur les mêmes standards que tout le monde. Mais nous pouvons, en étant plus réfléchis, utilisant les connaissances scientifiques, proposer des choses pertinentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour répondre de façon plus spécifique à votre question, effectivement, la CMU, il faut la développer. Nous devons tous y aller. Il faut que les mécanismes d'évaluation et de pérennité s'installent. Et nous devons appuyer tous, je crois, ce processus, sinon on ne va jamais s'en sortir. Mais dans le même temps, construisons un système de soins. C'est ce que nous tous qui sommes sur le terrain sommes en train de dire. Mais la deuxième chose, c'est rationalisons nos ressources. C'est ça l'autre message qui me paraît être important. Et moi, je serais contre aujourd'hui qu'on dise qu'on rembourse certains médicaments. Parce que sur l'ordonnance d'un médecin, là aussi, je parle à des médecins, la majorité des ordonnances comportent pour 50% des choses inutiles. C'est-à-dire, quand je dis inutiles, dont le niveau de preuve scientifique ne dépasse pas celui des herbes, etc., que mon ami Cormac le Serrer fabrique dans son usine traditionnelle. Donc, c'est à nous, encore une fois, de proposer ces choses et de rationaliser les ressources. Et ne pas commettre des erreurs, professeur. Dans le livre, cette erreur médicale, quand même, qui saute aux yeux, la confusion entre la chlorure de potassium et le bicarbonate de sodium, oui, qui finalement est responsable de la mort de ce malade. J'ai parlé de l'erreur médicale. Erreur, c'est une erreur. Dans un système de soins, disons, performant, c'est la complexité même des soins qui rend l'erreur plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de génie génétique. Nous sommes aujourd'hui capables d'aller ouvrir une artère au cœur sans toucher au cœur, en discutant avec le malade. Donc cette complexité fait qu'effectivement, c'est une technologie qu'il faut bien maîtriser et où donc l'erreur peut être, disons, possible. Même si les gens peuvent mettre des garde-fous pour que ces erreurs-là ne puissent pas exister dans des proportions inquiétantes. Mais pour moi, l'erreur, pour nous ici, c'est d'abord cette incompétence justement de cette dame qui ne lit pas bien parce que c'est son parent politicien qui l'a amené là. Ensuite, c'est la négligence. Et puis, pour couronner ce tout, puisque la nouvelle dont vous parlez s'appelle Sainte-Mère, c'est le fatalisme. Et les gens l'ont dit. Je crois qu'il y a une erreur médicale, c'est monsieur qui a perdu son enfant. Mais bon, finalement, il va dire que Ndogaluyal. Parce que j'ai montré le cas de cette dame qui, à la fin de la prière, est venue dire aux médecins et aux infirmiers, je vous remercie. Vous parlez de la possibilité d'erreur, mais il y a aussi des négligences coupables. Est-ce que vous êtes pour des sanctions pénales à l'encontre des médecins? Mais ce n'est même pas que je dois être, que je ne dois pas être. C'est un élément important que tout citoyen doit réclamer. Ce serait pour moi m'inscrire dans une sorte d'omerta que d'oser dire aujourd'hui que s'il y a une erreur d'un de mes collègues, les gars, passez l'éponge. Non, justement, c'est même un acquis citoyen que de pouvoir dire je crois que je suis lésé et je porte plainte. Ça, je crois que d'ailleurs ça va nous aider nous tous. Parce qu'en ce moment-là, les médecins feront plus attention. Comme l'a dit Mbaye Paye et nos autres collègues, ils vont peut-être dire mais dans ces conditions-là, avec ces moyens, je ne travaille pas. Et comme ils l'ont dit, en ce moment-là, je crois que nous allons, pour beaucoup, ne plus travailler. Et je crois que si nous arrivons à ce niveau-là, tout le monde se sentira concerné. On va réellement faire les efforts qu'il faut. Abdoulaye Faye. Professeur, il y a guère, vous faisiez partie d'un comité scientifique qui vantait les mérites du café. Quel temps après, vous avez dû quitter ce comité scientifique? Est-ce que c'est par acquis de conscience ou parce que vous refusez ce qui se passe à l'intérieur de ce comité, en l'occurrence vanter les mérites du café? Oui, je vous remercie de cette... je ne savais pas que vous aviez cette notion de ma vie dont je ne suis pas très fier. En vérité, des gens sont venus me voir un jour en me disant « Professeur Kane, on aurait aimé que vous puissiez parler d'une substance qui est pharmacologiquement active, qui est le café. Mais vous êtes parfaitement libre et autonome de dire ce qui est la vérité, toute la vérité. Et d'ailleurs, si vous revoyez un peu tout ce qui a été écrit dessus, pour café et maladies cardiovasculaires, et de façon plus générale d'ailleurs, le message est très simple. Il n'y a rien qu'on y gagne. Ce n'est pas non plus une substance qui crée des problèmes. Donc le message est simplement, c'est un produit de consommation courante qu'il ne faut ni interdire ni encourager à consommer. C'est vrai, vous avez raison. Au bout de 2 ou 3 mois, j'ai compris que ce que j'avais l'habitude de faire
par rapport à mes enseignements post-universitaires en milieu de médecin, ça ne correspondait pas toujours à ça. Parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de parler en public, que j'étais en train de parler de connaissances scientifiques, mais à des gens qui ne sont pas forcément initiés. Et c'est vrai qu'au bout de, je crois, 2 ou 3 mois, j'ai demandé à arrêter parce que j'ai compris que ce n'était peut-être pas une expérience qu'il fallait poursuivre. Dernier sujet, et j'ai fait exprès de terminer là-dessus, et de réserver la dernière ou les dernières questions aux étudiants. Cette fois-ci, je n'irai pas à l'hôpital. C'est le titre du documentaire de création réalisé par Khalifa Diakhaté, diffusé en avril dernier sur TFM, un film très proche du docu-fiction dans lequel l'auteur atteint d'un malaise refuse d'aller à l'hôpital, préférant parcourir les rues comme par dégoût ou par culpabilité. Une manière pour lui de justifier son rejet de l'hôpital dont il sait pourtant qu'il abrite des médecins capables de le guérir. En voici un extrait. Cette fois, j'irai pas à l'hôpital. J'irai pas à l'hôpital, non. N'y voyez pas un comportement suicidaire ou encore un manque de confiance au personnel soignant. Alors la conception de l'hôpital comme un mouroir est quand même un problème. On ne vient pas à l'hôpital pour mourir. Les Sénégalais ont très mal quand ils mettent le pied à l'hôpital. Corruption. Il y a une sorte de crime collectif commis au détriment des malades. Les malades préfèrent rester chez eux et aller se faire soigner en ambulatoire ou mourir par là. La solution se trouverait pour certains dans cette expression très usitée au cours de la dernière décennie au Sénégal, la bonne gouvernance. Déjà en 2005, le Forum civil l'avait très bien compris. La question transcende l'échelle étatique. Toute la gestion des structures au quotidien est concernée, même celle de l'hôpital. C'est ainsi que l'organisme avait engagé des spécialistes indépendants pour diagnostiquer le problème, tâter le pouls de la bonne gouvernance dans le système de santé au Sénégal. Le sociologue Djibi Diakhaté est le seul acteur de cette étude qui a accepté de parler à visage découvert. Les résultats de l'enquête glacent le dos. Il y a aussi ce que nous avons constaté et que nous avons appelé l'amplification de pathologie. Donc le patient peut venir parce que justement il pense qu'il est gravement malade. On lui fait croire effectivement que vous êtes gravement malade et que vous avez besoin de soins particuliers et qui nécessitent des sommes importantes pour être effectuées. Et dans le cas d'espèce, le malade est prêt à consentir à ces efforts financiers, mais à l'arrivée on se rend compte que c'est juste un petit acte médical qui est posé. Et donc, il y a là quelque chose qui ressemble à de la surfacturation. La surfacturation. Et oui, cela n'existe pas que dans les grands chantiers publics comme on le lit souvent dans les journaux. Certains grignotent les centimes de francs CFA des malades jusqu'à leur lit de mort. Qu'elle soit perçue est une chose, que le patient la subisse en est une autre. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de prendre ma caméra au lieu d'aller à l'hôpital. Le système de santé, c'est les marabouts. Et tout le monde sait quand tu vas voir un marabout, tu lui donnes 200 francs à la fin. Et ça, ils l'ont transposé dans le système de santé. Quelqu'un te soigne, tu lui donnes nécessairement quelque chose. Les gens, ce qui était teranga au départ est devenu un droit. Oui, justement. En fait, disons que, et c'est à partir de ce moment-là que nous avons parlé de pratiques corruptogènes et de culture qui promeut la corruption. En réalité, tout se passe comme si ces pratiques sont tellement massives, tellement récurrentes, qu'on a fini par les banaliser et par les légaliser. En tout cas, par les légitimer. Et donc, ça crée une situation où le malade, finalement, sait qu'on procède à une extorsion de fonds de sa part. Il sait qu'il est soumis à un régime de corruption, mais c'est comme s'il adhère finalement à ce régime. C'est comme s'il se dit, finalement, qu'on ne peut pas changer le système et que si je veux être soigné, il faut nécessairement que j'accepte de jouer le jeu. Le conflit, c'est essentiellement des demandes de primes à n'en plus finir. Je veux une prime de chef de service, je veux une prime de collecte. Quelqu'un qui paye pour un emploi défini te demande une prime en plus.
Et de prime à prime, on s'est ramassé avec c'était plus tenable. L'argent même ne suffisait plus à payer les salaires ou les primes en question. Et puis, nous, on ne doit pas avoir, disons ça, parce que pour la oui, 1,5 milliard c'était 81 000. On est à 150 000 francs par trimestre. Pour la faire, moi, ce qui me choque, c'est pas tout ça. Moi, ce qui me choque, c'est de savoir que parfois les gens ils rentrent avec les denrées, quoi. Mais ça, c'est du riba, c'est hallucinant, quoi. C'est choquant. Comment est-ce que tu peux donner à ta famille les denrées consacrées aux malades? C'est très grave. C'est quand même grave parce que si bir lay dem quoi, c'est bon. Je vais vous laisser. Bien sûr. Vous avez un journal? Ah oui, d'accord. Ok. Les gens, ce qui était de teranga au départ est devenu un droit. On attaque ces questions, disons des questions de fond. Corruption dans notre société. Évidemment, on touche à beaucoup d'intérêts. Et il y a une sorte de coalition qui se forme. Mais nous n'avons cure de ces coalitions qui se forment. Parce que ma conviction est faite que d'abord, c'est par la volonté des Sénégalais que je suis là où je suis. Donc, je suis là pour faire les réformes, pour faire avancer le pays. Ça, je ne pourrais pas reculer parce qu'il y a des groupes de pression où il y a des gens qui essaient de faire peur. Question d'un étudiant, mais j'ai envie de vous poser une question, chers étudiants. Avez-vous tout de même, après avoir vu cet extrait de ce film, envie de devenir médecin? Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Alioune Badara Dione, je suis en 6e année de médecine, délégué à la faculté de médecine, membre de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Alors c'est toujours un honneur pour nous d'écouter nos éminents professeurs, en particulier le professeur Abdoul Kane, qui nous a enseigné la médecine. Nous saluons aussi son courage qu'il a eu, l'audace qu'il a eu en écrivant ce livre, La vie sur un fil, ce qui est un magnifique ouvrage. Bon, pour répondre à votre question, oui, nous avons envie de devenir des médecins. Oui, nous avons envie de devenir des médecins parce que, comme le professeur Abdoul Kane l'a dit, le médecin a une double mission. Donc, c'est un scientifique et il a une mission psychosociale. Donc, les mots qu'on vient de tirer à partir du livre du professeur donc, nous incitent aujourd'hui à être à la hauteur de cette mission psychosociale qui constitue, n'est-ce pas, de prendre en charge, n'est-ce pas, les problèmes des populations, des patients, si vous voulez bien. Une question au professeur? Voilà. Donc, j'aimerais juste interpeller le professeur sur ce qu'il appelle aujourd'hui le fresque du chaos. Aujourd'hui, je prends l'exemple de cette ambulance qui est obligée de rouler à 150 km/h parce que transportant un malade. Aujourd'hui, ce malade, arrivé au service des urgences, est obligé de perdre plus de temps parce que les services des urgences ne sont pas équipés. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement demander au professeur, en tant que professeur d'abord et en tant que chef de service qu'ils sont les professeurs, leur rôle face à ce problème. Leur rôle et leur responsabilité. Voilà, face à ce problème. Eux qui sont les chefs de service. Une autre question, et c'est la dernière, d'un étudiant ou d'une étudiante. Allez-y, oui, très rapidement. Salut à tous, je me présente. Je suis Fatou Ndong, je suis étudiante en médecine en 5e année et déléguée membre du bureau de l'amicale de la FMPO. Bon, je vais répondre à votre question. Oui, on a envie de devenir médecin. Pourquoi? Parce que c'est un métier qu'on a opté depuis l'enfance. C'est juste pour servir l'humanité. Donc, on y croit. On y croit vu ce qui se passe au Sénégal dans les structures de santé. Malgré tout, on a l'envie de devenir médecin car on l'a opté. Une question à mon très cher professeur.
vu que les maladies cardiovasculaires, à savoir l'HTA, l'insuffisance cardiaque, sont des maladies très fréquentes ici au Sénégal, faudrait pas augmenter le nombre d'étudiants sénégalais qui seront après des cardiologues, à savoir les mettre dans le bain, dans de bonnes conditions après la 7e année. Je veux dire par là que les frais de spécialisation, les étudiants crient, c'est trop cher. Très bien. Dernière question. Marseille. Je m'appelle Gildas Tchao, je suis étudiant en 6e année de médecine et délégué. J'ai suivi avec attention l'émission et je remercie le professeur Abdul Khan qui est notre éminent maître, qui nous a enseigné la cardiologie en 4e année de médecine, d'avoir su toucher les points névralgiques de la santé. Ma question est, oui, on a vraiment envie de devenir médecin, mais on sait qu'en médecine, il est plus facile d'échouer dans la voie de devenir médecin que d'y réussir. Ma question est de savoir, vu qu'on reconnaît qu'au Sénégal, on a d'éminents professeurs, on a pratiquement près de 250 professeurs, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez de spécialistes? C'est parce que la spécialisation coûte très cher. Si vous venez demander aux profs, ils savent qu'il y a plus d'étrangers qui sont formés en CS que de nationaux, alors que ces gens-là vont rentrer chez eux et quand deviendront-nous? Merci. Voilà. Très rapidement, professeur, en 2 minutes pour répondre à toutes ces questions. Oui, je vous remercie, vous me rassurez. Il y a donc des jeunes futurs médecins, parce qu'il ne faut pas que les choses s'arrêtent là. Oui, je crois que la question de la spécialisation est une question très importante et je crois aujourd'hui que nous devons augmenter l'offre de formation. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout jeune Sénégalais qui veut se spécialiser doit avoir la possibilité de se spécialiser. C'est aussi simple que cela. Et je crois que nous devons aujourd'hui faire en sorte que vous ayez les moyens de vous spécialiser, que l'État vous mette dans les conditions pour faire ce travail. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que les CS s'ouvrent pour que les Sénégalais puissent aujourd'hui s'inscrire dans les DS. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Pour ce qui est de la prise en charge, je crois, préhospitalière. Je crois qu'on en a vraiment parlé. Mais ce que j'ai voulu simplement dire, encore une fois, c'est que nous devons travailler à avoir un système préhospitalier de qualité. Nous devons avoir des hôpitaux de qualité. Et puis, on n'en a pas parlé, mais le poste hospitalier, entre guillemets. J'ai parlé de ce monsieur qui a fait un AVC. Imaginez ce qui se passe quand vous avez un AVC. C'est dramatique. Parce qu'on n'a pas su comprendre que notre société est en train d'évoluer. Quelqu'un est venu me dire, c'est mon père, mais franchement, laisse-le là parce que je ne peux plus. Ça veut dire que réfléchissons aujourd'hui à permettre aux gens de rentrer chez eux, d'avoir des soins à domicile qui n'existent pratiquement pas au Sénégal. Nous avons des jeunes médecins et des infirmiers qui sont chômeurs. Organisons-le, même par des activités privées avec des facilitations de crédit, et développons tous ces aspects de la médecine parce que nous ne sommes jamais assez nombreux pour faire ce travail. Donc c'est vraiment, encore une fois, tout le continuum qu'il faut questionner si nous voulons y arriver. Alors, le temps est complètement épuisé. Une dernière petite question, professeur. Le film de Khalifa Diakhaté, Je n'irai pas à l'hôpital. Votre livre, La vie sur un fil, serait-il une adaptation de cette fiction? Sauf que moi, je vis à l'hôpital et j'aimerais qu'on vienne à l'hôpital. Et j'aimerais surtout que nous inventions l'hôpital que nous aimerions tous avoir. Et pour cela, je suis tout à fait d'accord avec ce que cet élément a dit, puisque je l'ai vu en entier. Mais c'est là vraiment que je voudrais finir. Je crois qu'il y a une alliance, peut-être même une sainte alliance, pour moi, de l'indifférence, du sentiment d'impuissance et même du jeu d'intérêt, puisque dans ces désordres-là, il y a des gens qui tirent profit. Transformons cette alliance morbide en une vraie coalition pour nous tous, en nous disant que c'est une question de souveraineté que d'avoir des structures de soins performantes. Sinon, je crois que malheureusement, même si nous avons les moyens de nous soigner, nous courons un grave danger à cause des dysfonctionnements de nos structures de soins. On a entendu la plus haute autorité du pays se prononcer dans ce document, le président Macky Sall. Quel est justement l'accueil qu'a déjà reçu votre livre La vie sur un fil? Accueil au niveau politique? Je ne sais pas. Je sais simplement que, et j'ai été particulièrement heureux de voir que des Sénégalais de toutes les couches sociales, d'ailleurs, m'ont envoyé des textos, certains anciennes hautes autorités et autorités actuelles, ont cherché mon numéro et m'ont envoyé des textos en me disant « On aimerait bien vous rencontrer et discuter avec vous parce que ce que vous avez dit, c'est une réalité. »
il y a des citoyens, et peut-être l'image qui m'a le plus marqué, c'est ce monsieur avec son chapelet qui m'a arrêté l'autre jour en me disant ceci. Vous savez, il l'a dit d'ailleurs en poulard, peut-être qu'il a dû se dire, tiens, c'est peut-être un de mes parents, il a dit la vie d'un poulet ou d'un coq. Les halpoulards savent très bien de quoi je parle. C'est-à-dire quelqu'un qui suit juste ses petits intérêts et jusqu'à sa mort. Il m'a dit, lorsque nous tous, nous saurons que dans cette dynamique-là, notre société est perdue. Et je crois que nous avons tous intérêt à poser les problèmes, encore une fois, de façon très saine, sans stigmatisation, avec de l'autocritique, mais en reconnaissant aussi les efforts des uns et des autres. Moi, c'est ce que j'attends de ce livre, un vrai débat. Merci, professeur Abdoul Kane. J'ai bien aimé aussi le marabout et le paysan qui nous interpellent par rapport à l'égalité de chance entre ceux qui ont certains privilèges et ce paysan qui gratte la terre et qui n'arrive pas à trouver la pitance dont il a besoin. Je pense qu'il est important aussi qu'il y ait une égalité de chance dans notre société. Merci à ce public. Merci à mes confrères, Omar Diaw de la RTS, Abdoulaye Faye de l'agence de presse sénégalaise. J'ai fait exprès de ne pas dire au début de l'émission que professeur Abdoul Kane est un cousin. Ben, je le dis, j'espère que je n'ai pas été trop indulgent à son endroit. Merci de nous avoir suivis ce soir. Bonsoir et à très bientôt.